Madame, Monsieur, bonjour. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons dans cette nouvelle édition de NTD Le Journal. Nous sommes le lundi 27 août. Voici tout d'abord les principaux titres de l'actualité chinoise. Analyse, stratégie américaine de défense antimissile en Asie. L'économie chinoise dans l'impasse. Ces derniers jours, un article du Wall Street Journal dévoile que les États-Unis se préparaient à étendre le système de défense antimissile en Asie, avec pour objectif non seulement d'enrayer la menace venant de la Corée du Nord, mais le plus important serait d'encercler le PCC. Richard Fisher, expert américain en questions militaires chinoises, a donné son analyse de la situation. Selon le nouveau projet de défense antimissile, les États-Unis vont installer au sud du Japon une série de puissants systèmes radars à rayons X et en installer une autre aux Philippines. Même si le ministère américain de la Défense insiste sur le fait que tout ceci a pour objectif de prévenir la menace nord-coréenne, selon les experts, ce système peut également servir à contrer le PCC. Continuer et croiser la surveillance de la plupart des régions à l'est de la Chine permettrait aux États-Unis et à ses alliés de surveiller non seulement les activités de missiles, mais également diverses activités militaires potentiellement menaçantes de la Chine. Actuellement, l'inquiétude des États-Unis et de ses alliés régionaux grandit de jour en jour à propos de l'attitude forte de la Chine au sujet de la dispute en mer de Chine méridionale et de sa menace militaire grandissante. D'après le Washington Free Beacon, le PCC a récemment effectué un tir d'essai d'un missile balistique Tulan-2 depuis un sous-marin nucléaire de deuxième génération, précédé de l'essai d'un missile balistique intercontinental Dongfeng 41. Cela veut dire que le nombre de têtes de missiles en possession du PCC vont augmenter drastiquement dans les 10 ans ou plus à venir. Le PCC est également en train de construire son propre système de défense antimissile. Il a déjà installé des radars à longue portée dans la région de Guangdong, dirigés vers Taïwan et l'Asie du Sud-Est. Il a été rapporté que le ministère américain de la Défense a toujours été préoccupé par le déséquilibre militaire notoire entre Taïwan et la Chine continentale, surtout que le PCC possède plus d'1 millier de missiles braqués sur Taïwan. Un radar à longue portée au Japon, un autre qui sera peut-être aux Philippines, fournirait à Taïwan une double protection. Ainsi, si jamais le PCC lançait une offensive sur les radars à longue portée de Taïwan, la défense des territoires taïwanais menacés ne serait pas affaiblie puisqu'elle recevra des informations des radars japonais et philippins. Pour l'expert militaire Fisher, le projet américain de défense antimissile est une réaction adéquate à l'expansion militaire de la Chine. Mais on ne peut pas se contenter d'un système de radar préventif. Il faut également disposer de davantage de missiles nouvelle génération. Quelle que soit la personne qui remportera les élections américaines de cette année, les États-Unis continueront de renforcer, à l'avenir, leur présence militaire en Asie. Nouvelle NTD, Washington DC. Selon les dernières informations fournies par HSBC, l'indice des directeurs d'achat chinoises est à son plus bas depuis ces 9 derniers mois et l'industrie manufacturière chinoise est en difficulté. Notre dossier interdit du jour vous en dit plus. Ce mois d'août, l'indice des directeurs d'achat du groupe HSBC est tombé à 47,8. Son indice des exportations est aussi tombé à 44,7, soit son niveau le plus bas depuis mars 2009. Ces données publiées par une entreprise d'information financière montrent les commandes nationales et les exportations se sont encore détériorées en Chine continentale. En même temps, l'indice de production est en baisse depuis 5 mois, tandis que l'indice des stocks ne cesse de s'élever et de mettre la pression sur les fabricants. Selon le fournisseur des données Capital Vue, le prix du métal est presque aussi bas qu'en 2009, ce qui reflète une demande faible dans les domaines de l'immobilier et de la construction. Les marchés financiers chinois sont eux aussi à la baisse, comme l'indice de Shanghai a perdu au total 2,6% le mois dernier. Je pense que l'économie chinoise est entrée complètement dans une phase de stagnation. Des indicateurs de petits revendeurs à l'inventaire, de l'indice des prix des producteurs industriels et agricoles à l'import-export, tout indique une grosse chute. Selon le chercheur Gong Chengli, l'économie chinoise se trouve dans une impasse.
Les exportations ont durement chuté, c'est le premier aspect. Deuxièmement, depuis la réforme et l'ouverture, la consommation nationale n'a pas été positive. Troisièmement, les investissements chinois stagnent. Les problèmes rencontrés par l'économie chinoise sont plus complexes que ceux des États-Unis ou de l'Europe. Face à cette baisse continue du développement économique, le Comité central chinois a décidé de simplifier les procédures d'approbation liées à l'économie réelle, au développement des petites et moyennes entreprises et aux investissements privés. Le premier essai se fera dans la province du Guangdong pour aider à stimuler le développement économique. Beaucoup d'administrations locales ont lancé de nouvelles initiatives pour stimuler le développement économique. Ces administrations locales doivent jouer un grand rôle après que l'administration centrale ait introduit un plan de stimulation économique de 4 trillions en 2009. Mais ces investissements sont toujours consacrés à la construction de nouvelles infrastructures. La croissance est de faible qualité, c'est du gaspillage, c'est fictif. Il y a des dizaines de milliers de kilomètres d'autoroutes sans aucune voiture et des aéroports sans avion. Si un tel gaspillage continue, cela ne fera rien d'autre que renforcer l'inflation. Selon Gong Chengli, après la crise financière de 2008, l'expansion excessive de l'économie planifiée a fait qu'il n'y a plus de retour possible pour l'économie chinoise. L'économie planifiée s'étend, mais l'économie libre diminue. Cela veut dire que la capacité de contrôler la liberté économique en Chine a diminué. Dans un pays d'économie de marché, l'économie suit son propre cours. Mais l'intervention administrative en Chine est si élevée que l'économie a atteint son plus haut niveau d'alerte. Le mois dernier, la Banque centrale chinoise a baissé par 2 fois ses taux d'intérêt. La Commission nationale du développement et de la réforme a accéléré l'approbation de certains projets. Mais au deuxième trimestre de cette année, le PIB chinois a poursuivi sa chute entamée il y a près de 2 ans. C'est la plus longue baisse de croissance depuis 1992. Dossier interdit NTD. De nombreux produits sont aujourd'hui fabriqués en Chine. Certes, les acheteurs économisent de l'argent en achetant des produits chinois, mais certains de ces produits sont fabriqués par des prisonniers de conscience, détenus contre leur volonté et soumis à de longues heures de travail dans d'épouvantables conditions. Laogai est l'appellation chinoise pour le système des travaux forcés en Chine, où les prisonniers sont utilisés comme une forme de main-d'œuvre servile. Beaucoup sont des prisonniers de conscience, y compris des adhérents de la pratique de méditation Falun Gong, qui ont été persécutés depuis 1999. Mingui.org, un site web rendant compte de la persécution du Falun Gong, dit que le camp de travail pour femmes du Shandong dans la ville de Jinan, à l'est de la Chine, détient de 200 à 300 pratiquantes de Falun Gong chaque année, auxquelles on fait assembler des produits pour l'exportation. Ces produits faits par les prisonnières incluent des moulinets de pêche, des vêtements de marque, des doudounes, des vêtements de sport et des éclairages de Noël. D'anciennes prisonnières ont déclaré qu'elles travaillaient de 8 h du matin à 23 h et quelquefois jusqu'à 1 ou 2 h du matin suivant. On leur donnait de 15 à 20 minutes pour manger, puis elles devaient retourner immédiatement travailler. Les conditions de vie sont misérables. Les camps sont répartis en divisions, chacune ayant 6 à 7 groupes. Chaque groupe a un dortoir pour 12, mais les autorités y entassent 17 à 18 personnes. Certaines doivent donc dormir à même le sol. Au camp de travaux forcés pour femmes du Shandong, la moitié des prisonnières dans les divisions 2 et 3 sont des pratiquantes de Falun Gong. Elles ne sont pas autorisées à parler ni à s'asseoir l'une à côté de l'autre. Elles sont sous étroite surveillance et soumises au lavage du cerveau forcé. Huang Kui, une pratiquante de Falun Gong, a raconté à NTD son expérience dans un cas de travail en Chine. Dans le centre de détention, nous devions travailler un minimum de 16 heures par jour. Travail qui incluait la fabrication de toutes sortes de fleurs en plastique ou d'éclairage de Noël. Nous avons même dû produire de la nourriture, casser les coquilles dures des pistaches. Pour cela, tout le monde se voyait donner une paire de pinces qu'on n'arrêtait pas d'actionner. Nos mains ne tardaient pas à développer ampoules et pinçons. C'était extrêmement douloureux. Selon Peng Yongfen, un avocat chinois, les pratiquants de Falun Gong sont traités de façon inhumaine dans les camps de travail.
La majorité des gens mis dans les camps de travail, en particulier les nombreux pratiquants de Falun Gong avec lesquels j'ai été en contact, ont été littéralement asservis. D'abord, ils étaient surmenés et de plus, ils touchaient un salaire de misère. Ils ont été soumis à un traitement très inhumain et dû endurer un environnement extrêmement cruel. Selon les salaires locaux dans le Shandong, les gens gagnent en moyenne 200 yuan par jour pour ce type de travail. Mais les prisonniers de conscience ne touchent que l'équivalent de 78 centimes de dollars de soi-disant salaire par mois ou un peu plus. Nouvelle NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Élection Québec, rien n'est plus sûr pour les partis en course. La campagne électorale provinciale au Québec entre dans sa phase finale. Avec seulement 9 jours avant que les électeurs n'aient leur mot à dire, aucun des partis provinciaux n'a pris une avance significative. Jacques Parizeau, ancien premier ministre et loyaliste du Parti québécois, s'est prononcé en faveur d'un candidat non PQ. Parizeau dit qu'il soutient le leader d'un autre parti souverainiste, l'Option nationale. Jacques Parizeau, tout un coup majeur contre le Parti québécois. La chef du Parti québécois, Pauline Marois, s'est moquée du soutien de Parizeau à son adversaire. J'ai le plus grand respect pour Un nouveau sondage de Léger Marketing indique que le PQ a le plus grand soutien du public avec 33%, suivi par la coalition Avenir Québec et les libéraux qui ont respectivement 28 et 27%. C'est la première fois que la coalition Avenir Québec a pris de l'avance sur les libéraux et ce, dans tous les sondages. Et Bourque affirme que le Parti libéral de Jean Charest pourrait avoir de sérieux ennuis. Elle prend lentement de l'ampleur et lentement va au-delà de ce que les libéraux pourraient offrir. Et si vous regardez chez les électeurs francophones, 18% des votes pour le Parti libéral pourraient être balayés de la carte électorale à l'extérieur de Montréal. Jean Charest était en campagne à la rive sud de Montréal et y joue dur contre ses deux rivaux. Quel changement allez-vous réellement obtenir? Dans un cas, vous obtenez un référendum et le chaos, et dans l'autre, vous avez un parti politique qui a annoncé qu'il ne pourra pas avoir un parti s'il parle uniquement de cette question triviale de l'avenir du Québec. Legault, pour sa part, est en train d'essayer de mettre la main sur les électeurs anglophones. Je tiens à rassurer tout le monde que nous n'aurons pas un référendum avec notre gouvernement. Nous sommes ici pour résoudre les problèmes. Christian Bourque, de Léger Marketing, affirme que de tous les partis, le CAQ est le seul susceptible de faire des gains d'ici le 4 septembre, au moment des votes. L'ancien secrétaire d'État canadien pour la région Asie-Pacifique, David Kilgour, a appelé à mettre fin à la pratique des prélèvements forcés d'organes en Chine. David Kilgour a assisté à la première projection du film Free China, Le courage de croire, à Ottawa. Ce documentaire met en lumière les crimes perpétrés en Chine par les autorités communistes à l'égard des prisonniers de conscience. Free China est un film coproduit par NTD. Il a déjà été primé à de nombreuses reprises dans différents festivals. Travaux forcés, avortements forcés, prélèvements forcés d'organes sur des personnes vivantes. Ces problèmes concernant la Chine ont été soulevés lors de la première projection du documentaire Free China, Le courage de croire, à Ottawa, Canada, ce week-end. Ce film, déjà récompensé, retrace les épreuves de traversée par deux anciens prisonniers de conscience en Chine. Tous deux pratiquent Falun Gong, une discipline spirituelle interdite et persécutée par le régime chinois depuis 1999. Après avoir vu le film, la directrice du Festival international du film d'Ottawa a dit qu'elle voulait le présenter à Ottawa. Elle s'est sentie inspirée par l'histoire de Jennifer Jiang, qui choisit de raconter son histoire après avoir subi la persécution. Je ne peux même pas imaginer cela pendant 3 ans. Être séparée de mon enfant pendant 3 ans et devoir fuir ma famille pour sauver ma propre vie, pour être libre, pour donner à mon enfant une vie libre. Jennifer a tellement de force. David Kilgour apparaît également dans le film. Lui et l'avocat canadien des droits de l'homme David Matas ont publié ensemble un rapport d'enquête dénonçant la pratique illégale des prélèvements d'organes sur les pratiquants de Falun Gong vivants.
Le site web du ministère des Affaires étrangères devrait au moins dire que si vous allez en Chine pour un organe, il est fort possible que cet organe vienne d'un pratiquant de Falun Gong qui a été condamné sans raison, un prisonnier de conscience comme Jennifer et le docteur Lee est tué pour ses organes. Dans l'édition 2012 de son rapport sur les droits de l'homme en Chine, le département d'État américain dénonce les prélèvements forcés d'organes sur personnes vivantes. Après avoir assisté à la projection du documentaire, un membre du public a dit que cette pratique devait prendre fin. C'est contraire à toutes les normes de civilisation, aux lois internationales et aux droits de l'homme. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons encore pouvoir arrêter les prélèvements d'organes. Nous devons parler de cela de long en large, haut et fort. Nous devons travailler pour condamner et stopper les prélèvements d'organes. Free China, le courage de croire, a été coproduit par Michael Perlman et NTD. Le documentaire a été récompensé, entre autres, du prix de la liberté d'expression au Festival du film de Philadelphie. Après une brève pause publicitaire, vous trouverez plus d'informations internationales. Autriche, discussion sur la sécurité nucléaire après Fukushima. Après les grandes catastrophes nucléaires, des progrès et des prises de conscience se réalisent afin d'améliorer la sécurité nucléaire dans le monde. Mais le travail est conséquent et ce n'est pas une mince affaire. Pour cela, une réunion a eu lieu dans les locaux de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Des progrès significatifs ont été réalisés pour améliorer la sécurité nucléaire dans le monde après le désastre de Fukushima l'an dernier. Mais il reste encore beaucoup à faire. Tel est le message délivré par le directeur de l'Agence atomique des Nations Unies, Yukiya Amano, ce lundi, lors de l'Assemblée extraordinaire de la Convention sur la sécurité nucléaire. La réunion a eu lieu dans les locaux de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne pour renforcer les normes internationales et assurer de ne pas avoir de nouveaux problèmes avec un réacteur nucléaire comme celui de Fukushima. L'accident ne fait plus les grands titres des journaux, mais il est essentiel que les États membres, l'agence et d'autres parties maintiennent le sens de l'urgence. Il reste beaucoup à faire et nous ne devons pas nous relâcher. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour cette occasion. Cette semaine de réunion est résidée par Li Gangjie, de l'administration chinoise de la sécurité nationale. Selon lui, la sécurité ne peut connaître aucune limite, quel qu'en soit le prix. En Europe, des pays comme l'Allemagne, la Suisse et la Belgique ont décidé de s'éloigner de la production nucléaire pour se tourner davantage vers les énergies renouvelables. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'usage de l'énergie nucléaire pourrait s'accroître de 100% d'ici 2030 avec l'émergence de pays asiatiques comme la Chine et l'Inde. Selon Yukiya Amano, des progrès significatifs ont été faits depuis l'adoption d'un plan de sécurité, comprenant une étude des faiblesses des systèmes nucléaires et des améliorations des actions d'urgence. Ce plan d'action demande la coopération de tous les États possédant des centrales nucléaires en fonction, sauf l'Iran. Ce plan d'action avait été vivement critiqué pour ne pas avoir laissé certaines mesures de sécurité à la bonne volonté des États sans les rendre obligatoires. Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. La preuve, à 74 ans, Rose Ben Israël a laissé son métier d'avocat pour ouvrir à sa vie de nouvelles connaissances et se consacrer enfin à d'autres occupations. Pendant 40 ans, Ruth Ben Israël s'est spécialisée dans le droit du travail, les droits de l'homme et les droits de la femme. À l'âge de 74 ans, elle a décidé de changer de carrière et de donner à sa vie une nouvelle orientation. La pensée d'être avocate pendant encore 25 ou 30 ans m'a fait réfléchir et j'ai décidé de changer de carrière. Tous les 5 ans, je vais changer d'occupation. C'est ainsi qu'elle a commencé le dessin. Chercheuse reconnue dans le domaine légal et lauréate du prix Israël, elle s'est demandé si elle pouvait suivre un cours de graphisme informatique.
Je savais que j'allais changer de métier et recommencer à partir de rien, ou peut-être même moins que rien. Le premier jour de classe de graphisme informatique, je suis entrée dans la classe. Il y avait 17 ordinateurs et 16 étudiants de l'âge de mon petit-fils. J'étais vraiment terrifiée. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, il faut communiquer avec ses collègues, demander lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, si vous manquez un cours. Mais comment aurais-je pu communiquer avec ces jeunes ? Mais nous avons communiqué les uns avec les autres très rapidement. Le thème des peintures bibliques lui est venu naturellement. L'inspiration pour ses dessins lui vient des histoires de la Bible qui ont occupé toute sa vie de femme israélienne et juive. À cette période, Ruth Ben Israël a découvert ses aptitudes pour la danse et le théâtre moderne. Il y avait une chorégraphe qui faisait un master en danse et pour sa thèse, elle devait mettre en scène une pièce. Elle a décidé de mettre en scène une histoire sur la vieillesse. Des gens lui ont dit qu'elle devait me contacter parce que je venais de publier le livre « Qui a peur de la vieillesse ». Après avoir rencontré la chorégraphe, Ruth Ben Israël a décidé de jouer dans la pièce qui a été présentée 50 fois. Comment se sent-elle après tant de changements dans sa vie ? Je me sens bien. Chaque fois que je fais quelque chose de nouveau et que je crée, je ne m'ennuie pas. Je ne me sens pas comme un bois mort. Je suis curieuse et j'apprends, j'expérimente et j'apprécie chaque minute que je vis. Selon elle, tout le monde peut apprendre à n'importe quel âge. L'important est de se diversifier. La vie commence à 80 ans. Nouvelle NTD Israël. Un mois de Ramadan vient de se terminer. En Indonésie et dans le monde entier, c'est la grande période de fête dans le calendrier islamique. À Jakarta, au parc d'attractions Ancol Dreamland, on y présente un tout nouveau spectacle avec une variété de numéros internationaux qui enchantent les petits comme les grands. Pour les musulmans d'Indonésie et du monde entier, l'Aïd, qui met fin au mois du Ramadan, est l'une des plus grandes fêtes du calendrier islamique. Pour égayer cette période de fête, le parc d'attractions Ancol Dreamland à Jakarta présente un nouveau spectacle composé d'une variété de numéros internationaux. Pour les enfants, le célèbre héros de la série télévisée, Shaun le Mouton, est venu interpréter quelques chansons et danses. Pour les plus grands, des cascadeurs enchaînent des numéros de casse-cou dans leur voiture et sur leur moto, donnant un frisson de plaisir à la foule. Une compagnie d'art du spectacle est venue de Slovénie pour impressionner le public avec un mélange de danse et de basketball dans un style slam dunk. C'est très spectaculaire. J'ai trouvé que c'était un spectacle vraiment fantastique. Les performances étaient vraiment incroyables. C'est à voir. Ils sont bons. Le numéro de slam dunk était très énergique. Leur performance vraiment très amusante. Ces rois du panier de basket se sont entraînés pendant des années pour atteindre ce niveau. Nous nous entraînons beaucoup. Chacun de nous s'entraîne depuis 6-7 ans et nous préparons chaque mouvement minutieusement. C'est également très dangereux. Ça exige donc beaucoup d'entraînement. Nous avons un groupe de danse qui s'appelle Stars. Nous travaillons avec les garçons depuis quelques années maintenant et nous préparons ce spectacle pour présenter le talent de la Slovénie. Avec une si grande diversité de spectacles, le parc d'attractions Ancol Dreamland attire un grand nombre de visiteurs. Cette année, pour la période des vacances de l'Aïd, nous espérons recevoir plus d'1 million de visiteurs. L'année dernière, nous avons eu presque 1 million de visiteurs, plus exactement 980 000. Nous espérons donc cette année en attirer 1,1 million. Cet événement sera présenté à Ancol Dreamland jusqu'au 2 septembre. Nouvelle NTD, Jakarta, Indonésie. Et voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. En attendant de vous retrouver demain, je vous souhaite une très bonne semaine.